même si les vétérinaires n'aiment pas voir débarquer les loulous fréquemment en consultation, on sait qu'il existe des pathologies très communes, et dans cette vidéo on va parler des 10 maladies ou signes cliniques les plus communs chez les chiens et les chats. C'est parti. Numéro 1, les allergies. Chez le chien et particulièrement chez certaines races que l'épidémiologie ne s'accorde pas encore à décrire, on retrouve fréquemment des problèmes dermatologiques dus à des allergies. Docteur, est-ce que c'est grave l'allergie ? L'allergie, c'est simplement une réaction du système immunitaire de votre chien qui réagit face à quelque chose dans son environnement qui, de façon physiologique ou normale, ne devrait pas le déranger. L'allergie la plus courante est causée par un allergène environnemental, on appelle cela une dermatite atopique. C'est une maladie inflammatoire de la peau avec une prédisposition génétique. Les signes cliniques de l'allergie chez le chien vont se manifester par un prurite, soit une démangeaison, par un loulou qui se mord ou qui se mordit, souvent les pattes, et un animal qui se lèche constamment. Il y a des endroits qui sont plus ou moins affectés, notamment la face, les oreilles, les aisselles, les aines et parfois l'anus. Les causes des allergies peuvent être nombreuses, vraiment très nombreuses, et parfois les traitements dépendent un peu de la cause si on souhaite l'éliminer ou pas. Même s'il y a beaucoup de cas où on ne sait absolument pas à quoi l'animal est allergique, car la cause est très compliquée voire impossible à mettre en avant, dans ces cas-là ne vous inquiétez pas, un traitement purement symptomatique est mis en place et ça fonctionne très bien. Numéro 2, les otites externes. Bon, les otites chez les humains, c'est bien connu, surtout chez les enfants, et bien chez vos loulous aussi. On retrouve souvent un lien entre la dermatite atopique dont on vient de parler et des otites car il ne faut pas oublier que le conduit auditif, ça reste de la peau qui est enfermée et qui a plutôt tendance à macérer rapidement. Et qui dit avoir une peau inflammatoire, dit avoir plus de chances de faire des otites. Parmi les signes cliniques qui apparaissent chez un animal qui a une otite, on va retrouver une inflammation du conduit et du pavillon, soit une oreille un peu plus rouge, un peu plus chaude, une mauvaise odeur, ainsi que des sécrétions plus ou moins sombres, voire noirâtres. Et parfois dans des cas un peu plus sérieux et non traités, on peut même arriver à une modification du port de tête de votre loulou, qui se trimballe comme ça. Mais docteur, c'est super grave. Pas de panique, les otites la plupart du temps se traitent vraiment bien, il faut juste ne pas tarder quand on voit un de ces signes cliniques apparaître, et aller consulter, c'est toujours mieux. Numéro 3, les vomissements. Bon, c'est probablement la consultation la plus fréquente en clinique des petits animaux, mais pas la plus simple, car les vomissements peuvent être causés par plein de choses. Vraiment beaucoup. Déjà, il faut commencer par caractériser le vomissement. S'il est alimentaire ou non, s'il y a du sang, s'il apparaît directement après l'ingestion d'un repas ou à des moments qui suivent pas forcément un schéma logique. Il faudrait être capable de dire depuis combien de temps il y a des vomissements, ainsi que leur fréquence, s'il y en a un ou plusieurs par jour. Bref, si vous venez en consultation pour des vomissements, préparez-vous à une tonne de questions. Ça fait peut-être peur, mais ça nous aide vraiment pour la suite thérapeutique. La plupart des vomissements que l'on reçoit en consultation sont des vomissements post-ingestion d'une bêtise, on appelle cela une indiscrétion alimentaire. C'est un peu comme quand vous mangez quelque chose de pas bon et que vous êtes tout patraque et vous avez une bonne gastro, votre loulou c'est pareil, que ce soit en balade dans le jardin, voire même à la maison, le chien il peut ingérer quelque chose qui va un peu le déranger au niveau gastrique et ça va vous coûter une petite consultation chez le vétérinaire. Les vomissements peuvent également être causés par plein d'autres choses, comme des corps étrangers, des pathologies digestives, des pathologies urinaires, donc c'est toujours mieux de consulter, au minimum, pour mettre un traitement symptomatique et que le loulou se sente mieux à la maison. Numéro 4, l'arthrose. Et oui, à un moment ou à un autre, votre loulou commence à se faire vieux et il commence à développer les mêmes pathologies que nos grands-parents, et une pathologie classique d'un chien un peu âgé, c'est l'arthrose. L'arthrose, dit autrement, c'est une dégradation du cartilage articulaire et de l'os sous-jacent. En bref, ça fait mal. Les signes cliniques qu'on va retrouver, ça va être des difficultés à se lever du panier, des difficultés à marcher et à monter les escaliers, voire même parfois des douleurs localisées comme au niveau de l'arrière-train par exemple. En médecine vétérinaire, on a beaucoup de chance, il existe des traitements vraiment efficaces pour la gestion de la douleur due à l'arthrose. On ne soigne jamais l'arthrose en soi, mais on arrive à limiter les répercussions de la maladie et atténuer les signes cliniques à la maison. En bref, on optimise la vie de l'animal et ça, c'est un grand pas dans la médecine. Numéro 5, les plaies. Bon, c'est bien connu, Kiki qui débarque parce qu'il s'est fait mordre par le grand méchant chien du quartier qui n'était pas en laisse. Alors de 1, je vois beaucoup de grands méchants chiens typés qui sont la plupart du temps les victimes des bagarres. Et de 2, ne rentrez pas dans les stéréotypes des races, méchantes, pas méchantes, agressives, pas agressives. C'est simplement une question d'éducation, je ne le répéterai jamais assez. Bref, les loulous peuvent se faire mordre plus ou moins violemment et avec des plaies plus ou moins importantes. Parfois les plaies peuvent être uniques et localisées, mais parfois elles peuvent être également multiples. On reçoit parfois des plaies qui peuvent être traitées localement avec des sprays ou des traitements locaux, et on a certaines plaies plus importantes qui nécessitent des actes chirurgicaux comme les points de suture par exemple. La plupart des cas nécessitent une thérapie anti-inflammatoire histoire de soulager l'animal et une couverture antibiotique, car oui, les gueules de vos chiens sont pleines de bactéries, c'est un fait.
Donc quand vous allez vous faire lécher la bouche ou que vous faites un gros bisou sur la bouche de votre animal. Allez, bref. Bon, on a assez parlé de nos amis les chiens, il est temps maintenant de passer aux pathologies très communes chez nos autres loulous, les chats. Numéro 1, les problèmes urinaires. Ah là là, les chats et leurs problèmes urinaires. Chez les mâles comme chez les femelles, on est souvent confronté en médecine générale à des animaux qui ont des soucis de miction. Chez les mâles, on va la plupart du temps être un peu plus alerte de par leur anatomie et leur prédisposition à se boucher. Un chat bouché, on appelle ça un SUF et ça, c'est une urgence vitale. Chez les femelles, on est un peu plus relax, on va la plupart du temps faire face à des cystites idiopathiques. La science n'a pas encore prouvé ni montré les causes de ces types de cystites, mais on pense qu'elles pourraient être provoquées par un changement de routine, un possible coup de stress provoqué chez l'animal. Les pathologies urinaires sont inconfortables, voire même douloureuses, et chez les mâles comme chez les femelles, elles peuvent nécessiter un traitement, alors ne les prenez pas à la légère. Numéro 2, la thyroïde. La thyroïde, cette petite glande du système endocrinien que l'on retrouve chez les chats, comme chez les chiens, comme chez nous, les humains. Pour faire simple, elle s'occupe de réguler et de communiquer avec le métabolisme de votre animal. Pour des raisons que la science ne connaît pas exactement pour l'instant, chez votre chat à partir d'un certain âge, environ 10 ans passés, il y a une prolifération des tissus de cette glande qui rentre alors dans une surproduction d'hormones, la thyroxine. Chez le véto, en général, quand on voit des signes cliniques qui nous font penser à une hyperthyroïdie féline, on va alors faire une prise de sang pour aller mesurer les taux de thyroxine, soit de T4, et en fonction mettre un traitement ou non. Les signes classiques de l'hyperthyroïdie vont être une augmentation de l'appétit associée à un amaigrissement de l'animal, une augmentation de la soif et de la production d'urine, on appelle alors ça une polyurie polydipsie, ainsi que des troubles digestifs, voire même des troubles du comportement. Numéro 3, les vomissements. Comme chez leurs amis les chiens, nos loulous les chats viennent souvent nous voir en consultation avec comme motif des vomissements et encore une fois, les causes sont multiples et variées. C'est sûr que de recevoir un chat de 3 ans qui a changé de pâté il y a 24 heures et qui a commencé à présenter des vomissements, c'est toujours de meilleurs pronostics que de recevoir un loulou de 8-9 ans qui se met à vomir sans raison apparente depuis plus d'une semaine. Quoi qu'il en soit, encore une fois, les vomissements valent toujours le coup d'aller consulter chez votre vétérinaire, ne serait-ce que pour mettre en place un traitement purement symptomatique et optimiser la vie du loulou dans le cas où les vomissements sont dus à une indiscrétion alimentaire. Numéro 4, la maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou MICI. En parlant des vomissements, en voilà une pathologie qui peut les provoquer. La maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou MICI, est une pathologie qui affecte les chats de tout âge, mais surtout ceux adultes, voire seniors. Elle consiste tout simplement en l'infiltration des parois intestinales par des cellules inflammatoires, ce qui les rend plus épaisses et moins capables d'absorber les nutriments qui lui sont proposés. La MICI peut venir sous différentes formes qui diffèrent notamment en fonction de la localisation, estomac, petit ou gros intestin, ainsi que du type de cellules infiltrées. La forme la plus connue à ce jour reste une entérite lymphoplasmatique. Les signes cliniques de la MICI vont varier, mais on retrouve la plupart du temps une diarrhée, des vomissements, une perte de poids de l'animal et un abattement. Encore une fois, ces signes cliniques vont varier en fonction de la sévérité des dégâts infligés à la paroi intestinale ainsi que la localisation. Numéro 5, les éternuements. Bon, c'est pas vraiment un rhume, mais c'est tout comme. On retrouve très souvent des chats non vaccinés en consultation qui présentent des éternuements depuis quelques jours de façon répétée, avec du jetage nasal, soit un nez qui coule, ainsi que des larmes qui sont en réalité des sécrétions oculaires. Ça, c'est la plupart du temps provoqué par ce que l'on appelle un coryza. C'est en réalité un ensemble de signes cliniques qui sont provoqués par différents agents viraux ou bactériens. La plupart du temps, on ne réalise pas des tests plus poussés qui nous permettent d'être sûr à 100% que c'est un coryza, mais on met en place un traitement symptomatique sur l'animal. Le plus souvent, votre loulou repartira avec une antibiothérapie péros, soit par voie orale, un traitement de son affection oculaire qui, la plupart du temps, présente une petite conjonctivite unie ou bilatérale, et une thérapie inhalatoire pour décongestionner l'animal. Bref, vous l'aurez compris, vos petits loulous et leurs coups classiques, on commence à les connaître. Alors restez bien vigilants et n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire au moins une fois par an, simplement pour s'assurer du bien-être de votre loulou, que ce soit un chien ou un chat. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et si tu as appris des choses, et à t'abonner si tu veux en apprendre plus sur les animaux et la médecine vétérinaire. Et sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'est ciao.